Bonjour, donc on reprend. Mais avant de commencer, juste un petit rappel que mardi prochain, donc, qui est le 9 avril, on a la journée qui est attachée à cette chaire, qui porte donc sur la religion et les religions à l'époque moderne. Donc on a 6 intervenants et ça va durer donc toute la journée. Je crois que c'est dans la salle 2 plutôt qu'ici. Et on a donc plusieurs personnes, des intervenants parlant de la France pendant les guerres de religion, la Birmanie et le bouddhisme, la Chine à l'époque de Qing et ainsi de suite. Donc si vous regardez sur le site web, vous allez voir le programme et ça vous intéresse. Alors donc aujourd'hui, je vais reprendre... Et comme un peu d'habitude, je vais donc commencer avec quelques repères d'ordre général, en prenant donc un peu des ouvrages contrastés. Donc vous vous rappelez que la semaine dernière, j'avais parlé de ce livre de M. Gasparini qui est une tentative relativement récente d'ouvrir la question, donc pour aller au-delà de cette idée que l'autobiographie, en gros, aurait été inventée en Europe à l'époque de la Renaissance. Donc, lui, il veut à la fois aller plus en profondeur chronologiquement, donc en regardant s'il y a sinon des autobiographies, des auteurs qui ont été tentés par l'autobiographie, disons, déjà à l'époque antique, mais aussi pour élargir géographiquement. Donc, il est aussi allé chercher des exemples ailleurs, dans le monde islamique, par exemple, ou dans la Chine, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez ça d'un côté, et puis vous aviez un autre ouvrage que je dois mentionner, car là, il s'agit de quelqu'un que, si vous demandez par exemple aux États-Unis, on va vous dire que c'est lui le père des études autobiographiques dans le monde anglo-américain et surtout américain. C'est donc James Olney, qui a été pendant assez longtemps professeur à Baton Rouge, en Louisiane, et qui a donc publié toute une série de textes, parmi lesquels je crois que ce texte-là, Metaphors of Self, The Meaning of Autobiography, c'est peut-être le plus connu. Et si on regarde un peu le parcours de M. Olney, décédé il y a une décennie à peu près, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il se réclame d'une filiation un peu intéressante et inattendue. Donc, en fait, pour lui, son maître à penser, c'est quelqu'un qu'on a déjà mentionné la semaine dernière dans le contexte de la discussion portant sur le Japon, notamment Georges Gustave, donc l'auteur de plusieurs livres, y compris les écritures de moi. Gustave, vous avez peut-être déjà rencontré ses écrits. Alors, c'est quelqu'un qui a été assez important en France, surtout dans les années 50-60, puis il s'est exilé. Je pense que les événements de mai 68 l'ont déplu. Et donc, il est parti au Canada et aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup influencé les choses. Il était plus ou moins considéré comme le contrepoids par rapport, par exemple, à ce texte, le Pacte autobiographique de Philippe le Jeune. C'était quelqu'un qui, d'ailleurs, était très sceptique envers ces développements de type formaliste qu'on avait chez les littéraires pendant les années 60 et ainsi de suite. Et Gustave, d'ailleurs, qui a écrit la première version de ce texte quand il était en camp de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu le même genre d'histoire comme la Méditerranée de Braudel. Et alors donc, il était à la fois lié avec des philosophes comme Bachelard, mais en fait, il était très lié, lui, avec le milieu allemand. Et surtout, il avait repris les idées qu'on trouve dans ce texte que vous voyez à droite. Et ça, c'est un peu un livre intermédiaire où, en fait, c'est organisé par des savants allemands, mais Gustave y avait participé. Et la personne en question, c'est donc Georg Misch,
qui est l'auteur de cet ouvrage en plusieurs volumes qui a été publié sur plusieurs décennies d'ailleurs, Geschichte de autobiographie. Et Misch, en fait, c'est quelqu'un qui, à part Gustave, n'a pas vraiment retenu l'attention des savants français. Là, il y a, par exemple, parmi les rares articles portant sur lui, vous aviez cet article-là de Pierre-François Moreau, où il parle justement de Misch comme auteur d'une théorie de l'autobiographie. Et il nous rappelle donc, bien sûr, que Misch était très lié avec Wilhelm Dilthey. Il était d'ailleurs un proche parent de Dilthey, et qui, donc, pour les deux, l'autobiographie représente les sciences historiques dans leur noyau originel, puisqu'elle porte sur une vie un regard qui est la première synthèse de son unité par un esprit. Elle est ainsi, et citation, l'expression la plus directe de la réflexion sur la vie. Donc, dans le texte de Misch, on lit « L'écrit autobiographique ne doit pas être traité simplement comme un phénomène littéraire ». Donc là, vous voyez encore Gustave qui a repris cette idée un peu contre les formalistes. Il doit être interrogé sur l'événement historique qui conduit de la vie et de la compréhension de la vie et du monde jusqu'à la conscience de soi. Donc, ce sont des gens avec une forte formation philosophique, assez sceptiques par rapport à certains types d'analyse purement littéraire, même s'ils ne sont pas entièrement hostiles au traitement littéraire, et puis donc qui vont développer cette tendance. Donc si vous voulez, on peut passer, si vous voulez tout simplement faire la généalogie, de Misch à Gustave, puis de Gustave à Aulnay, et donc là vous aviez l'influence sur toute l'école américaine portant sur l'autobiographie et sur les égo-documents, sur lesquels je vais revenir parce que, en fait, les analyses d'Aulnay vont nous intéresser davantage aujourd'hui. Alors donc, là encore, je vous rappelle qu'on avait traité une série de textes venant de l'Asie avec cette idée que l'autobiographie n'était certainement pas un phénomène exclusivement européen, de ces autobiographies, ces mémoires. Je vous ai parlé un peu de ces deux textes, et surtout le texte à gauche, qui est un peu le texte, disons, le texte cousin, mais écrit par un cousin, de cet autre texte qui est beaucoup plus connu, le livre de Babur, les mémoires de Babur, écrits au début du XVIe siècle, et cet autre texte qui est écrit dans les années 1540, donc par un prince timouride, Mirza Mohammad Haydar Doglat, qui a donc fait carrière à peu près dans ces régions-là, commençant plus ou moins dans cette région de Yarkand, de Kashgar, de ce qu'on appelle en gros Alti-Sheher, et puis qui, après avoir mené des campagnes en tant que chef militaire dans le Ladakh, dans le Tibet, a terminé sa vie, donc plus ou moins comme le roi, pas tout à fait déclaré, parce qu'il n'a jamais d'ailleurs émis des pièces à son propre nom. En fait, il se cachait toujours derrière d'autres souverains, mais il a terminé sa vie, comme on a vu, à Srinagar, comme celui qui contrôlait en gros le Cachemire pendant à peu près une quinzaine d'années, entre le début des années 1540 et les années 1550, et qui a laissé un souvenir, disons, un peu mélangé dans l'histoire et chez les historiens de Cachemire qui n'ont toujours pas apprécié ses attitudes, surtout envers les minorités musulmanes, même si en fait il avait des attitudes assez intéressantes envers la religion hindoue et cette population hindoue de la région. Et puis on a passé, toujours la semaine dernière, vers une considération du Japon. Et là, on est toujours dans le même genre de milieu, c'est-à-dire des milieux qui ne sont pas des marchands, ce qu'on avait traité avant, mais plutôt des guerriers. Et notamment, dans le cas du Japon, à l'époque d'Edo, on avait donc abordé la question des écrits par des gens appartenant à la classe des guerriers, des samouraïs, et notamment ces trois textes, et en particulier les deux derniers, les textes de Yamago Soko, de Arai Hakuseki et de Matsudaira Sadanobu. Et on a donc vu un peu la différence, la vision contrastée chez Hakuseki et Sadanobu. Hakuseki qui était donc, comme on a vu, quelqu'un qui a eu une vie assez mouvementée, qui a eu des hauts et des bas,
et qui finalement a écrit ce texte qui est assez amer, qui est très hostile au Tokugawa, qu'il n'aime absolument pas parce qu'il trouve que, en particulier, ce personnage de Yoshimune, le shogun du début du XVIIIe siècle, il le trouve quelqu'un qui est plutôt néfaste. Et là, on a essayé de voir comment on pouvait donc lier l'essor de ce genre de texte dans le milieu samouraï avec cette notion du monde flottant de ukiyo-e, qui est donc représenté dans le cadre visuel par des artistes comme Ishikawa Moronobu, qui ont donc aussi essayé de dépeindre un certain train de vie et une réflexion assez ironique sur ce qui était la vie d'un samouraï. Et donc, en poursuivant, on a donc finalement aussi abordé cette autre question de Matsudara Sadanobu, qui est connu comme un théoricien, comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les questions fiscales, sur l'économie, qui est considéré normalement comme quelqu'un de très sec et assez solennel, mais finalement, il s'avère que c'est aussi quelqu'un qui a produit des textes très ironiques et même où il se moque de son propre milieu de samouraï. Ce texte, donc, où il écrit d'une façon assez frivole de ce qui étaient les prétentions des gens néo-confuciens. Donc, c'était plus ou moins la position qu'il était censé défendre, mais il l'a en fait très fortement critiqué. Il a voulu détruire le texte, mais le texte nous est parvenu parce que ça a été copié par des gens de son milieu. Donc, on voit là une vision un peu plus complexe de quelqu'un qui a écrit des textes et des contre-textes. Donc, qui n'a pas une voix, mais que nous vient avec une voix, disons, contradictoire, stéréophonique en quelque sorte, où on a donc ces différents aspects de l'écriture de soi au même temps. Alors, aujourd'hui, je vais passer un autre type d'écrit, qui n'est pas donc de ce milieu nécessairement de guerrier ou de bureaucrate, mais plutôt je vais me pencher sur un sous-genre qu'on avait traité brièvement par rapport aux Ottomans, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les récits de captivité. Donc, ce n'est pas exactement un sous-genre, mais en tout cas, c'est assez, peut-être c'est une série de sous-genres. Donc, je vais commencer avec un exemple qui est probablement relativement connu pour passer à des exemples qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont tous, pour aujourd'hui en tout cas, du monde occidental, donc plus ou moins, grosso modo. Alors donc, le premier cas que j'ai envie de traiter, c'est ce cas, qui est assez connu. Vous avez peut-être connaissance de ce texte, qui est un texte très connu du XVIe siècle, la description de l'Afrique, qui a été donc écrit tout d'abord en arabe et puis traduit en plusieurs langues européennes. Et l'auteur de ce texte, comme vous voyez, c'est donc quelqu'un qui s'appelle Jean Lyon, africain. Et ce texte donc, a été utilisé dans des façons très différentes. Il y a des analystes qui l'ont utilisé tout simplement pour comprendre ce qu'était le monde africain et surtout le monde de l'Afrique sous-saharienne, c'est-à-dire notamment le Mali et cette région-là, à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Donc c'est considéré comme un document précieux par les spécialistes de l'Afrique. Mais ça a aussi été utilisé dans des façons très différentes par d'autres auteurs. Voilà, à gauche, peut-être le traitement le plus connu, qui est sous forme de roman de Amin Maalouf, Léon l'Africain, où en fait il se base sur des données historiques, mais là où il n'y a pas de données, comme romancier, il a le droit d'inventer là où il trouve des trous historiques. Alors donc, il nous a raconté un peu cette vie. Ce roman, en fait, si je ne me trompe pas, était censé devenir le point de départ pour un film. Mais j'ai essayé de trouver, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. C'était censé être un film un peu étrange, il faut dire, avec Jamel Debbouze dans le rôle de Léon l'Africain.
Mais en tout cas, on a ça. Et puis, on a l'entrée portée par un certain nombre d'autres savants, notamment ce livre que vous trouvez au milieu, écrit par l'historienne américaine extrêmement connue de l'époque moderne, Natalie Zemon Davis. Elle est l'auteur, par exemple, de ce livre qui a fait des ravages aux États-Unis, on peut dire, qui est sur le retour de Matanguer. Et puis, donc, elle a aussi publié ce livre, Lion l'Africain, sous un autre titre en anglais. En anglais, je vais revenir un peu sur cette idée. Le titre, c'est Trickster Travels. Trickster Travels, et ça a été donc traduit plus platement en français comme Lion l'Africain, un voyageur entre deux mondes. Et puis, on a aussi les actes de ce colloque, Lion l'Africain, dirigé par un certain nombre de nos collègues qui ont été un peu critiques, il faut dire, envers l'ouvrage de Mme Davis, qu'ils ont trouvé un peu problématique pour un certain nombre d'éléments de traitement, notamment dans cet ouvrage à droite, le savant allemand Dietrich Rauschenberg, qui avait déjà écrit un livre sur le lion africain, est revenu sur un certain nombre de points à contester. Alors donc, c'est qui ce personnage ? Là, vous voyez, en fait, il s'appelle Hassan ibn Muhammad al-Wazzan al-Fassi. Donc, il s'associe dans son nom avec Fès, voilà. Mais il s'appelle aussi parfois al-Garnati al-Fassi, donc il est aussi lié avec la ville de Grenade. C'est quelqu'un qui est né, on ne sait pas trop exactement, il y a des débats, des gens qui pensent qu'il est né avant 1492, donc avant l'expulsion, et d'autres qui pensent qu'il était né après, mais en tout cas, c'est plus probable qu'il soit né après, plutôt vers 1594, puis il va prendre la fuite avec sa famille pour s'installer en Afrique du Nord, dans le Maghreb, à Fès, donc c'est pour cela qu'il s'appelle Al-Fassi. Et puis, très jeune, il est bien éduqué dans le cadre de sa famille et il commence à voyager en accompagnant des gens de sa famille. Le premier voyage considérable qu'on connaît, c'est donc, disons, à l'âge d'à peu près 13-14 ans, quand il va à Istanbul, à Constantinople, à Beyrouth et à Bagdad. La partie Bagdad n'est pas si sûre que ça, mais en tout cas à Constantinople et à Beyrouth. Puis, deuxième voyage en 1509-10, et ça c'est le voyage le plus connu, c'est le voyage à Tombouctou. Et le récit qu'il nous a laissé de Mali et de Tombouctou, en fait, c'est la partie de son texte qui a probablement intéressé le plus les gens. Puis d'autres voyages à Sousse, à Safi, à Etayad, et ainsi de suite. Encore un voyage en 1517 au Caire, juste après la conquête ottomane de l'Égypte des Mamelouks, qui s'est fait en 1516-17. Et puis le tournant dans sa vie, 1518, il est capturé par des corsaires siciliens. On ne sait pas exactement où, il y a deux versions au moins. L'une version qui nous dit qu'il a été capturé près de Djerba, et l'autre qui c'était plutôt vers Corfou, donc vous voyez des endroits assez différents. Mais en tout cas, capturé par des corsaires siciliens, et puis il est amené en Italie, où on lui donne en tant que cadeau au pape. Alors, le pape, qui était le pape Médicis, c'est-à-dire Léon X, avait l'habitude de recevoir des cadeaux exotiques, rhinocéros, éléphants de l'Inde, et ainsi de suite. Donc, un savant musulman faisait partie un peu de cet éventail de cadeaux qu'il recevait. Alors, donc, il a été reçu par le pape, qui était apparemment très impressionné par lui, le fait qu'il soit un savant, qui connaissait bien les sciences chez les musulmans. Donc, en 1520, on sait qu'il est baptisé à Rome et on lui donne le nom de Johannes Léo, donc Léo qui vient justement du nom de pape. Et puis, il va rester en Italie au moins 6 ans, entre 1520 et 1526. En 1521, son patron meurt. Il part, lui, de Rome à Bologne, puis il revient 5 ans après à Rome. Et pendant cette époque-là, il va donc rédiger tous ces textes-là, y compris la description de l'Afrique, et aussi un certain nombre d'autres textes mineurs. Et voilà. Et puis, vers la fin des années 1520, il va disparaître. C'est-à-dire, il y a là encore plusieurs versions. Des versions qui disent qu'il est rentré
entre guillemets, chez lui, c'est-à-dire au Maghreb, soit à Tunis, soit au Maroc. Ça, c'est basé sur des versions qui ont été transmises par des voyageurs occidentaux du milieu du XVIe siècle, mais ce sont des rumeurs, puis d'autres qui nous disent qu'en fait, il a disparu dans l'Italie parce qu'il était, à partir disons, des années 1520, il était un homme libre, même s'il avait donc vécu ce moment de captivité. Et puis, donc, d'autres encore qui sont plus ou moins fantaisistes sur sa vie jusque dans les années 1550. Et en fait, ces versions-là sont basées sur des spéculations pures et simples. Alors donc, il y a beaucoup de flou autour de lui. Même, par exemple, ce portrait, qu'on dit souvent c'est Lion l'Africain. On n'est pas du tout sûr. Ça pourrait être lui, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et c'est basé sur les notions assez vagues. Et de la même façon, donc, la géographie de sa vie, bon, en gros, on est d'accord pour dire qu'il a été donc, dans cette région-là, puis dans le Mali, puis il a été en Égypte, et puis, bien sûr, il a été en Italie. Mais, par exemple, si on regarde une partie de son texte, il nous dit qu'en fait, il a été même plus loin en Asie. Mais ce n'est pas du tout sûr que ça soit vrai. Donc voilà une version, et là vous voyez une version qui est déjà assez confuse, si j'ose dire, où on dit, bon, originaire de Grenade, musulman, il était enfant en 1492, ce qui n'est pas du tout sûr. Puis on dit que quand il était capturé, il avait entre 32 et 34 ans, c'est manifestement faux. Et puis, donc, on a cette notion qu'il a été en prison au Château Saint-Ange et ainsi de suite. Alors, l'ouvrage de Natalie Davis, en fait, a voulu transformer ce texte qu'il a écrit en égo-document. Donc, elle a voulu tirer ce document qui, soi-disant, est une description de l'Afrique en description de Lion l'Africain. Donc, c'est un acte d'interprétation. Et l'idée de base, c'est que, bien sûr, il y a des moments dans ce texte où il parle de lui-même, il parle de ses propres voyages, il utilise le « je ». Donc, on peut faire ça. Mais, en fait, l'idée de Mme Davis, c'est en fait que c'est en quelque sorte une espèce de texte codé, où il parle de lui-même, même quand il n'a pas l'apparence de parler de lui-même. Donc, par exemple, il y a ce passage portant sur l'idée de trickster ou de filou, si vous voulez, donc où elle raconte un peu ce qu'il raconte. Il y avait une fois un oiseau qui pouvait vivre soit sur terre, soit sous l'eau. Il vécut en l'air avec les autres oiseaux jusqu'à ce que le roi des oiseaux vienne exiger qu'il paye ses impôts. L'oiseau s'envola immédiatement jusqu'à la mer et dit au poisson « Vous me connaissez, je suis toujours avec vous. Ce roi feignant des oiseaux me demande de payer les impôts. » Les poissons l'accueillirent et il resta chez lui, réconforté et consolé, jusqu'à ce que le roi des poissons arrive et lui réclame ses impôts. Donc, même histoire, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que ce lion l'Africain, Johannes Leo, Johanna al-Assad, pour retraduire Johannes Leo en arabe, Johanna al-Assad, pour elle, il est ni poisson ni oiseau. Il est entre les deux. Pour les oiseaux, il est poisson. Pour les poissons, il est oiseau. Donc, c'est quelqu'un qui se cache sans cesse. Et elle, en fait, nous dit que ça, c'est peut-être une pratique personnelle, peut-être basée sur un usage qui est l'usage chez les musulmans, surtout chez les musulmans chiites, ce qu'on appelle normalement le taqiyya, c'est-à-dire que quand on est chiite, vivant chez les sunnites, il faut cacher sa propre religion, il faut faire comme si on appartient à l'autre religion. Et donc, pour elle, en fait, c'est une espèce de jeu de cache-cache qu'il est en train de jouer, à la fois avec ses lecteurs et parce que ce n'est pas un document qui est censé être lu, disons, au premier niveau. En fait, c'est un document qui doit être fouillé et il faut chercher à l'intérieur de document ces espèces de traces qu'il a laissées de lui-même. Donc, vous voyez, il y a cette partie vers la fin de son texte où il dit qu'il avait fait ses voyages
en l'Arabie heureuse, déserte et pierreuse, et qu'il avait même parcouru une grande partie de la Perse, d'Arménie et de Tartarie, et ainsi de suite. Donc ça veut dire aussi qu'en partie, il y a la question de mensonge et de vérité. Quelle partie il y a de mensonge dans cette affaire. Et en fait, aussi, c'est lié avec le fait, justement, qu'un récit de captivité ne peut jamais être un récit aussi franc qu'un récit qui est donc conçu et composé de simple volonté de s'exprimer. Donc là, on revient un peu sur cette réflexion qu'on a vue chez les théoriciens de l'ego-document entre les freiwillige et unfreiwillige documents. Donc là, comme ça serait un document qui a été commandité dans des circonstances qui sont des circonstances de captivité, ça aurait donc une saveur assez particulière. Donc à partir de ce texte, on peut revenir sur d'autres textes de captivité assez connus de l'époque moderne, qui sont donc des textes qu'on a souvent analysés pour des raisons assez différentes. Parfois, par exemple, dans le cadre des textes, des analyses portant sur les femmes. Donc là, on a ce texte qui est d'une femme néerlandaise qui s'appelle Mariette Metelen et qui donc a été dans le Maghreb, elle aussi, mais captive, et puis elle est rentrée chez elle aux Pays-Bas, à Medemblik, et elle a donc là publié ce texte qui porte sur comment en fait elle était liée avec le milieu des corsaires de Barbarie, puis elle a été prise en captive, puis elle est sortie, elle est revenue, et ainsi de suite. Et aussi toute cette question dans son cas particulier de quelqu'un qui est un peu pris entre le christianisme et l'islam, la question de savoir si en réalité elle s'est convertie ou non. Aussi elle s'est convertie, mais en faisant semblant de se convertir. Là, on revient encore une fois sur cette question de l'ion africain, c'est-à-dire ce qui est sur la surface et ce qui est caché. Plus généralement, donc, ça ce genre de texte peut s'inscrire dans un cadre qui est un cadre de ces textes portant sur les captifs. Là, vous aviez deux ouvrages écrit dans un contexte plutôt anglo-américain, le livre de Linda Colley, où elle traite justement de ces gens, mais c'est surtout des Blancs qui ont été pris en captif dans des contextes extra-européens, donc soit l'Afrique, l'Inde et ainsi de suite. Et là, elle traite de l'ensemble, parfois des récits écrits par eux-mêmes, parfois des écrits des choses en troisième personne, pour démontrer comment en fait l'expansion impériale était accompagnée et parfois justifiée par ces récits de captifs. Parce que, disons que moralement, ça a autorisé les Britanniques à faire un certain nombre de choses en disant voilà comme quoi nos compatriotes sont maltraités, malmenés par les autres, et voilà pourquoi donc il faut, et ça nous donne une autorité morale pour concevoir l'Empire comme espèce de vengeance. Donc ça c'est une question. L'autre livre d'ailleurs fort intéressant, et ça porte sur un cas assez connu du XVIIIe siècle dans le nord-est de l'Amérique, où donc c'est un endroit qui s'appelle Deerfield, où une famille a été donc capturée par les Américains, les Indiens d'Amérique, les indigènes, et puis il y a des gens parmi eux qui sont revenus, qui ont été rachetés. Mais il y a une fille de cette famille qui est restée chez les Américains. Et puis, en fait, ce qui était vraiment étonnant par la suite, c'est que à partir d'un certain moment, quand on a voulu faire revenir cette fille, elle a refusé. Donc, en fait, elle s'est tellement bien intégrée dans la culture et dans la société indigène qu'elle a préféré rester, comme dit le titre, comme unredeemed captive, et donc elle est morte toujours en restant dans cette autre société plutôt que vouloir revenir chez sa famille et revenir chez les gens
où elle a été élevée. Donc ça, c'est un cas assez curieux. Malheureusement, là, on n'a pas de récit en première personne écrit par elle. C'est plutôt des représentations qui sont faites par les membres de sa famille et les gens autour. Mais là, vous voyez encore une fois le problème qui est posé par la captivité, le positionnement, la subjectivité de la personne. Est-ce qu'on reste la même personne au bout de l'histoire, ou en fait, est-ce qu'il y a une espèce de changement de positionnement et de perspective avec le passage de temps? Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les historiens de l'esclavage. Et là, je vous donne deux cas qui sont assez connus, portant sur l'Amérique espagnole. On est dans le 16e, surtout le 17e. Donc, vous aviez cet ouvrage de synthèse de Tatiana Seijas qui traite justement des esclaves, mais des esclaves asiatiques dans le Mexique colonial. Donc, ce n'est pas des esclaves venant de l'autre côté de l'Atlantique. Et parmi ces cas, le cas peut-être le plus célèbre, le plus connu, c'est ce cas de cette dame qui s'appelle Catarina de San Juan, et qui est souvent connue sous le nom de la China Poblana. Et donc, qui est une dame où on dit qu'elle était naturelle del Gran Mogor. Donc, elle venait de l'empire du Grand Mogol. C'est ce qu'on dit. Et apparemment, elle est passée de l'Inde à Manille, et puis par le galion de Manille, elle est arrivée à Acapulco, et puis elle est arrivée à Mexico, et dans la ville de Mexico, où, en fait, finalement, elle a été libérée et elle est devenue religieuse. Donc, elle était considérée pendant son vivant et après sa mort comme quelqu'un d'assez pieuse et presque capable de miracles et des choses comme ça, et jusqu'à un tel point que finalement, on a écrit ce texte qui n'est pas exactement un récit autobiographique en première personne, mais qui porte des éléments de ça, écrit par quelqu'un d'autre, qui est donc son confesseur, le père Alonso Ramos, qui était de la Compagnie de Jésus. Et là, vous voyez cette dame qui est là, elle est soi-disant venue de l'Inde. Là, les origines sont très vagues. Il y a même un historien qui a proposé qu'elle était une princesse moghole, ce qui est manifestement une fantaisie. Mais d'autres qui sont plus ou moins d'accord pour dire qu'elle était venue de l'Inde, au moins, parce que ce n'est pas du tout sûr même que indien ou quelque chose de semblable. De l'Inde veut dire forcément de l'Inde d'aujourd'hui. Ça pourrait être des Indes dans un sens beaucoup plus large, soit l'Asie du Sud-Est, soit l'Inde proprement dit, soit même plus ou moins les Philippines en tant que telles. Donc, on a une espèce d'accumulation de ce genre de textes portant sur les récits qui sont liés avec la captivité, l'esclavage. Mais bien sûr, ce qui devrait nous intéresser le plus, c'est ce qui est lié avec la traite négrière. Donc, bon, ça, on sait tous qu'il y avait plusieurs aspects de cette traite. Il y avait l'aspect océan Indien, qui est donc relativement moins étudié, même si maintenant on a de plus en plus d'études portant sur ça, des esclaves venant de la côte Swahili notamment, mais aussi de la Corne de l'Afrique, de ce qui serait l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, etc., le Soudan, qui sont donc amenés en tant qu'esclaves soit dans le monde du Moyen-Orient, soit en Inde. Donc, parce qu'il y a quand même un passage des esclaves assez important en Inde déjà à l'époque médiévale, et certainement au XVIe, XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Mais puis, il y a cet autre aspect-là qui est, en termes de quantité, est certainement plus important à partir du XVe siècle. Et là, ça commence vraiment avec les Portugais qui commencent donc à installer ces esclaves dans leur colonie dans les Açores et au Madère. Et puis, avec l'installation des Portugais et les Espagnols en Amérique au début du XVIe siècle, on a de plus en plus de ces esclaves
en termes de quantité, le plus important pour le 16e, début du 17e siècle est sûrement le Brésil et l'Amérique portugaise. Mais avec le passage du temps, on a de plus en plus d'esclaves, bien sûr, dans l'Amérique espagnole, le Mexico, mais aussi les vice-royautés de Pérou et l'Amérique centrale. Mais pendant tout le 16e et le 17e siècle, il s'avère qu'on n'a pas de récits venant de ces esclaves. Donc, on n'a aucun récit qu'on connaisse en espagnol qui a été largement circulé et connu, sauf si, bien sûr, si on commence à regarder dans les archives de l'Inquisition, là, bien sûr, on peut trouver parfois des récits, ces unfreiwillige récits, bien sûr, de ces esclaves qui sont pris pour une raison ou une autre par l'Inquisition, souvent liés avec leurs pratiques religieuses, comme c'est l'Inquisition, mais aussi parfois liés avec d'autres choses, comme par exemple, il y a l'historien brésilien Luiz Motti qui a beaucoup étudié la question, par exemple, de l'homosexualité et la persécution de l'homosexualité par l'Inquisition. Et parfois, donc, il y a aussi ces esclaves qui sont pris dans ce cadre et il y a leur confession qui peut nous servir, même s'il n'en a pas beaucoup, hein, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aux marins qu'à d'autres catégories. Mais pour ce qui est des textes qui sont devenus publics, qui ont eu une circulation et un vrai auditoire, il faut attendre en fait le 18e. Et au 18e, soudain, et surtout dans la deuxième moitié du 18e, on commence à avoir ces textes. Des textes qui sont, pour une raison qui reste toujours un peu un mystère, toujours des textes qui sont en anglais. Donc, par exemple, si vous regardez, si vous cherchez des textes publiés en français au XVIIIe siècle, écrits en français, je veux dire, il n'en a pas, ou très très peu. En fait, probablement pas. Même chose pour l'espagnol, même chose pour le portugais. Mais en anglais, on commence à avoir ces textes. Et voilà 4 de ces auteurs du XVIIIe siècle, Ottawako Goano. Ils sont donc tous des gens venant de l'Afrique occidentale. Puis celui qui s'appelle Charles Ignatius Sancho. Et puis en troisième lieu, Ukawsao Gronioso. Et finalement, John Marrant. Donc vous voyez que 2 de ces 4 ont gardé un élément de leur nom africain, et les 2 autres ont gardé que le nom donné en quelque chose dans le contexte de l'esclavage. Donc, voici ces textes-là. Le texte de celui qui s'appelle donc James Albert Ukawsao Gronioso, A Narrative of the Most Remarkable Particulars in the Life. Donc, il s'identifie là comme prince africain. Ça, c'est une espèce de topos, on va revenir sur ça, parce qu'apparemment, ils sont tous des princes. Donc, 1774, puis on a, et ça, c'est en fait, c'est publié, c'est pas publié en Angleterre, c'est publié à Newport, Rhode Island, donc en Amérique. Et puis, on a cet autre texte qui est pas sous forme de mémoire ou pas sous forme d'autobiographie, mais sous forme de lettres. Donc ça, c'est les lettres d'Ignatius Sancho, africain. Et en fait, dans son cas à lui, c'est aussi autour de ça, il y a les mémoires de sa vie écrites par un de ses amis, Joseph Jekyll. Donc là, vous voyez le début du texte de James Albert, c'est-à-dire de Ukawsao Gronioso. Ça commence comme ça. La vie extraordinaire de James Albert. Il dit qu'il était né dans la ville de Bornou, que sa mère était la fille aînée du roi de Zara, duquel donc Bornou est la ville centrale, principale. Il était le cadet de 6 enfants et il était particulièrement aimé de sa mère, de sa grand-mère, etc., etc. Donc là, il commence avec cette idée qu'il était, donc depuis le départ, c'était quelqu'un de très curieux, hein, mais aussi il posait des questions dont personne n'avait la réponse. Donc il était déjà démarqué en quelque sorte depuis le début de sa vie.
Et puis, donc, là, c'est le point de départ pour raconter comment il a laissé sa maison. Puis, en laissant sa maison, lui-même, il a voulu voir un peu le monde. Et puis, malheureusement, il est tombé en compagnie des gens qui étaient des méchants, des marchands qui l'ont vendu. Il est devenu esclave. Et puis, en devenant esclave, par la suite, il est rentré dans le cadre de l'Empire britannique et pour finalement donc, passer du temps en Angleterre. Et voilà, donc ça, c'est un texte qui a une espèce de... bon, disons que l'intrigue est aussi liée avec le fait qu'il devient chrétien. Donc, il est quelqu'un qui a passé une première partie de sa vie en dehors de la connaissance de la foi, et puis il est devenu chrétien. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a l'aspect négatif de son parcours, c'est-à-dire d'être libre, et puis devenir esclave, puis redevenir libre, mais il y a aussi cet aspect de progression, c'est-à-dire de passer de la méconnaissance de ce qui était donc de cette situation d'être gentil à la situation de devenir chrétien, qui est quand même un passage, donc, si vous voulez, dans un sens positif. Ce texte est connu déjà en France au XVIIIe. Ce n'est pas le cas de tous ces textes-là, mais le cas du deuxième texte de Otobaku Goano, ici, vous avez un article de Franck Bourgeois où, en fait, il insiste qu'il était le premier auteur anti-esclavagiste noir. Ça, c'est toujours on a toujours ces idées de prendre celui-ci ou un autre et dire celui était le premier et ainsi de suite. Trouver toujours un premier, ça c'est très important. Alors donc, vous voyez qu'il a publié ce texte qui n'est pas une autobiographie strictement parlant, mais c'est un texte où il y a des éléments d'égo-document certainement, qui s'appelle donc Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species. Et il ne l'a pas publié sous le nom de Otobaku Goano, mais sous le nom de John Stewart. Donc, ces gens avaient souvent des noms qui étaient attribués dans le cadre de l'esclavage. Et une partie de l'enjeu, c'est aussi de faire remémorer, revenir sur un nom qui a été en quelque sorte arraché. Donc, il y a cette notion que la perte et la redécouverte du nom même, ça représente quelque chose. Voilà. Donc, là, vous voyez, comme nous dit Bourgeois, donc, il dit quand même qu'il s'inscrit dans une jeune tradition autobiographique. L'ouvrage de Goano est la première œuvre rédigée par un noir. Il nous a en outre laissé quelques lettres qui montrent à la fois ses possibilités et ses insuffisances, et ainsi de suite. Il mentionne aussi cet autre personnage sur lequel je vais revenir plus en détail, qui est Olaudah Equiano. Alors donc, il admet que le texte n'est pas à proprement parler autobiographique, c'est plutôt un polémique, mais néanmoins, ça a quelques éléments d'autobiographie dedans. Alors, ces textes-là, dans leur ensemble, et même en prenant un corpus plus large, ont été justement l'objet d'une analyse faite par James Olney, pour revenir sur Olney. Et Olney a écrit cet article fort curieux sur ces textes-là. C'est un article extrêmement ironique, moi je dirais ironique jusqu'au point d'être un peu désagréable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en effet, vous regardez, c'est le début de son texte. Anyone who sets about reading a single slave narrative, or even 2 or 3 such slave narratives, might be forgiven the natural assumption that every such narrative will be or ought to be a unique production. For, as would go the unconscious argument, are not slave narratives autobiography, and is not every autobiography the unique tale uniquely told of a unique life? Donc, bon, c'est quand même tout à fait naturel d'attendre de ces textes-là que chacun soit très particulier, très original, parce que ce sont, après tout, des autobiographies. Mais il dit, non, ce n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Si vous commencez à regarder ces textes, on a a sense not of uniqueness, but of overwhelming sameness. Ils sont tous les mêmes, selon lui. Il dit qu'on n'a que de la répétition, que l'impression qu'on a plusieurs versions de plus ou moins le même genre d'intrigue, de mise en intrigue, et ainsi de suite.
Et donc, il dit, le lecteur, seldom will he discover anything new or different, but only always more and more of the same. C'est toujours la même chose. Et alors, donc, ça pose des questions difficiles pour l'étudiant de l'autobiographie, de l'étudiant de la littérature afro-américaine. Pourquoi ces textes sont tellement invariants, tellement répétitifs, et ainsi de suite. Donc, il continue. Il dit, c'est parce qu'ils sont tous, plus ou moins, il y a une définition presque des règles, semble-t-il, pour ces gens. Comment est-ce que ça marche? Il dit, en gros, c'est comme ça. On a tout d'abord un portrait, une gravure signée par le narrateur. Un. Deux, on a un titre où on dit « written by himself », écrit par lui-même. Puis, ou des variantes de ça. Puis, il y a ces espèces de témoignages, une série de témoignages, qui aussi ont tendance à répéter plus ou moins les mêmes formules. Puis, on a, selon lui, un épigraphe en poésie, souvent pris des mêmes poètes. Et il continue comme ça. Puis, si vous regardez, vous rentrez dans le narratif même, on a les mêmes phrases. Répétition de la même chose. Je suis né, I was born, puis quelque chose autour de la parenté, description d'un maître cruel et ainsi de suite, puis une description d'un autre esclave qui était très beau et qui travaillait dur, etc., etc. Et donc, pour lui, il y a ces 7 éléments qui sont là tout le temps et qui se répètent sans cesse dans ces textes, ce qui fait donc, et pour terminer, plus ou moins comme si ils sont sortis du même genre de moule. Il y a tendance de retrouver toujours les mêmes éléments, comme s'il y a une espèce d'usine qui pourra produire ces textes-là. Et donc, finalement, il dit que tout à fait à la fin, il y a des réflexions sur l'esclavage, et puis il y a des appendix avec des éléments documentaires, par exemple des articles de journaux et ainsi de suite, si vous voulez. Alors, donc, si on regarde ce texte d'Aulnay, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, bon, pour dire les choses simplement, ce ne sont pas des autobiographies à son sens. Ils ne méritent pas d'être appelés des autobiographies parce qu'en fait, ce sont des espèces de textes très plats qui répètent la même chose. Il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de vrai contenu subjectif dans ces textes-là. Et d'ailleurs, quand on regarde ça, même si le positionnement subjectif d'Aulnay n'était pas du tout de quelqu'un d'extrême droite, dans le contexte américain, en fait, ça nous rappelle les positions qui ont été prises par un certain nombre d'historiens des Sud-Américains. Donc, par exemple, on a ce livre qui était extrêmement connu pendant des décennies en Amérique, qui est le livre de Ulrich Phillips, Life and Labor in the Old South, qui était une espèce d'apologie pour l'esclavage. Et où il disait, en fait, que ce n'était pas si mal que ça. Et en fait, les conditions étaient beaucoup mieux qu'on soupçonnait, et ainsi de suite. Et alors, parmi les choses sur lesquelles elle insistait, c'est l'idée qu'il ne faut surtout jamais utiliser les récits des esclaves en tant que témoignage. Il insistait beaucoup sur ça. Là, vous voyez un article assez intéressant de William Nichols où il revient sur cette question en disant pourquoi est-ce que... alors, il dit que voilà l'idée de Ulrich Phillips, où il dit, voilà, on a tous ces textes-là. Vous voyez, le texte de Solomon Northrop, c'est le texte qu'il a utilisé comme base pour ce film assez célèbre, 12 Years a Slave, je pense, qui est sorti il y a 4-5 ans. Donc, en gros, il nous dit, oui, 12 Years a Slave, justement. Et alors, donc, Nichols nous dit que ce qui est extraordinaire, c'est que même les gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec Phillips sur ce plan-là, l'ont suivi dans la réalité en rejetant pendant très, très longtemps ces textes en tant que témoignage et en disant qu'il vaut mieux utiliser, par exemple, les livres de contes ou les récits des maîtres ou d'autres textes des voyageurs, par exemple, plutôt que d'utiliser ces textes-là. Mais même dans ce cadre-là, il faut dire que ce texte nous pose un problème assez particulier. C'est un texte très intéressant, mais aussi un texte
comme on verra, qui démontre un peu la complexité du problème. Et ça, c'est le texte de Olaudah Equiano. Et vous voyez que, comme les autres, lui aussi, il a 2 noms. Et son deuxième nom, d'ailleurs, est un nom assez curieux. Il s'appelle Gustavus Vasa, donc roi de Suède. Et donc, on a, ça c'est page de titre, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano ou Gustavus Vasa d'African. Et bien sûr, là, vous voyez, il y a le portrait, gravure et tout cela, et ainsi de suite. Il y a d'ailleurs un passage qui ne vient pas d'un poète, mais un passage biblique, pour commencer, Isaïe 12. Et puis, on a les matériaux de ce texte. Alors, Equiano est probablement l'auteur qui a été le plus cité, le plus analysé de tous ces auteurs captifs et esclaves du XVIIIe siècle. Donc, il y a aussi des traductions. Il y a une traduction française, il y a une traduction espagnole. Et c'est un texte, d'ailleurs, qui par la suite, a aussi été la base pour un certain nombre d'écrits, parmi lesquels je vais retenir ce livre écrit par un littéraire, d'ailleurs, Vincent Carretta, Equiano the African. Et si vous regardez le sous-titre, c'est Biography of a Self-Made Man. Donc, en fait, il ironise, c'est un peu revenir sur cette formule de façonnement de soi qu'on avait déjà mentionné, qu'il est en train de jouer avec ça. Donc, voilà l'itinéraire ou la géographie, soi-disant, d'Equiano. Donc, il devient esclave vers 1745, puis il passe d'un maître à l'autre. Il est devenu esclave d'un officier dans la marine anglaise entre 57 et 62, puis un marchand 62 et 66, puis il est libéré. Et il va passer les 30 dernières années de sa vie entre 1766 et 97 en tant qu'homme libre. Et il va donc finalement mourir en Angleterre. Et à la fin de sa vie, donc, il s'est marié avec une Anglaise. Et il a eu donc 2 enfants, 2 fils, si je ne me trompe pas, avec elle. Et donc, un livre hautement connu, très, très cité de la fin du XVIIIe siècle, qui commence comme ça, je vous cite la traduction française. « Je crois qu'il est difficile pour ceux qui publient leur mémoire d'échapper à l'accusation de prétention. Et ce n'est pas le seul des désavantages dont ils souffrent. Pour leur malheur également, tout ce qui est peu commun ne passe jamais ou rarement pour vrai, et on a tendance à se rebeller devant ce qui est évident et accuser l'écrivain d'impertinence. D'ordinaire, les gens pensent que ces mémoires ont pour unique mérite d'être lus et rappelés s'ils abondent de grands et remarquables hauts faits, ce qui, en résumé, provoque de l'admiration, de la pitié au plus haut degré, alors que tous les autres ne méritent que le mépris et de l'oubli. Donc, il continue un peu comme ça. Son premier chapitre, ça porte donc sur le début de sa vie en Afrique occidentale. Donc, il nous raconte qu'il est né plus ou moins dans la région de Bénin. Il nous donne des détails très intéressants sur la vie dans sa jeunesse, dans cette région-là, où il était manifestement, donc, selon lui, d'une communauté des Ibo de l'Afrique occidentale. Puis, il nous donne des détails, par exemple, sur les pratiques religieuses, les pratiques de tatouage, leur signification culturelle, et ainsi de suite. Puis, on passe à d'autres moments. Il y a le moment très connu quand il est amené donc, à ce bateau pour traverser l'océan. La première chose qui salua mon regard lorsque j'arrivai à la côte fut la mer, ainsi qu'un bateau négrier qui allait alors au mouillage et attendait son chargement. Cette scène me remplit d'étonnement que bientôt se transforma en terreur lorsqu'on me transporta à bord. Quelques membres de l'équipage me malmenèrent aussitôt et me jetèrent en l'air pour voir si j'étais bien portant et si j'étais à présent persuadé qu'on m'avait amené dans un monde d'esprits mauvais et qu'ils allaient me tuer.
Donc, il y a cette description de passage, ce qu'on appelle le middle passage, qui est normalement maintenant utilisé par presque tous les historiens de l'esclavage. Si vous regardez par exemple le livre qui est assez connu, je pense même traduit de Marcus Rediker, portant sur le passage et le milieu de ces navires, on utilise assez souvent le témoignage de Echiano parce que c'est un témoignage très clair et assez bien construit. Alors, donc ce texte était un grand succès éditorial. C'est publié et tout de suite, il y a plusieurs éditions, des éditions qui vont sortir en fonction des souscriptions. Et donc, il y a beaucoup de ce texte. Il y a des comptes rendus par des gens assez célèbres. Par exemple, Mary Wollstonecraft a écrit un compte rendu de ce texte dans lequel elle dit que c'est une description de sa famille, de comment elle a été kidnappée avec sa sœur et tout cela. Et tout cela, elle dit, c'est très bien. Et puis, vers la fin, il y a des critiques. Elle dit, la deuxième partie du deuxième volume est plutôt plate. Et il y a des choses insignifiantes et sans intérêt, et qui ont tendance d'effacer cette première partie qui est plus intéressante. Et surtout, elle dit, tout ce qu'il raconte sur le christianisme, sa conversion, le méthodisme et tout cela, c'est assez ennuyeux. Donc, parce que là aussi, il y a le passage obligatoire entre celui qui n'était pas chrétien, qui est devenu chrétien, et elle trouve que cet aspect-là, elle a publié le compte rendu dans une revue radicale, donc c'était presque pas la peine de le publier. On aurait pu probablement couper le texte pour éviter le troisième tiers. C'est un peu son point de vue. Mais alors, il y a aussi le fait que tout de suite, après la publication, il y a eu scandale. Alors, le scandale, c'était quoi? C'était que dans une revue anglaise, on a dit que tout cela, c'était du mensonge. Donc, ces remarques qui ont été publiées en 1792 dans une revue anglaise, qui dit, ce type qui s'appelle Gustavus Vasa, qui a dit qu'il était kidnappé en Afrique, n'a jamais mis pied dans ce continent. Et en fait, il est né dans l'île danoise de Santa Cruz, de Sainte-Croix, dans les Indes occidentales. Et en fait, il fait semblant qu'il était en Afrique, qu'il est né en Afrique. Et donc, finalement, on va dire, s'il peut mentir en une chose, il peut mentir en toute chose. Donc, Echiano a écrit des réponses. Il a aussi écrit des réponses parce que des gens ont voulu faire croire qu'il était hors une espèce de hors la loi. Il était donc obligé sans cesse d'envoyer ces espèces de textes envers le public et à ses éditeurs, à ses amis. D'ailleurs, à cause de ça, on a un certain nombre de documents d'archives de lui qui démontrent en fait des textes qui étaient écrits à sa propre main plutôt que des textes publiés. Parce qu'il y a toujours aussi le soupçon qui plane sur lui et qu'on va voir dans ses comptes rendus que ce n'est pas lui qui a écrit le texte. Donc tout d'abord, il y a la question de savoir s'il montait sur ses origines, puis la question de savoir si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit le texte. Est-ce qu'il était même capable d'écrire l'anglais? Et voilà la preuve qu'il était parfaitement capable d'écrire l'anglais. Donc, on a ces matériaux-là. Et puis, il y a le fait que pendant 5 ans, il était aussi devenu quelqu'un de très célèbre. Il a fait des tournées en Angleterre. Il était partout reçu par des gens. Il était une espèce de celebrity author qui signait et vendait des copies de son livre. Donc, on avait ça d'un côté, et puis tout le soupçon, tout le problème de l'autre. Et là, c'est justement pour ça que c'est très intéressant de voir que depuis maintenant 5-6 ans, on revient sur ce débat. Et notamment dans le cas des échanges entre ces deux auteurs, ces deux savants, Vincent Carretta, qui a fait justement le livre et qui a aussi fait une édition critique de son texte, et puis Paul Lovejoy, historien canadien, qui est considéré comme un des grands spécialistes de l'esclavage à l'époque moderne. Et donc, Carretta nous dit qu'en effet, il a trouvé des documents démontrant que Echiano était né en Caroline du Sud. Donc, il a trouvé des textes
surtout quand Equiano était dans la marine ou quand il était obligé de signer des papiers et de dire d'où il venait. Il a dit qu'il était né en Caroline du Sud. Donc, Carretta revient sur cette idée qu'en réalité, il n'était pas né en Afrique. Mais alors là, on a ce débat que je trouve extrêmement intéressant parce que, alors là, vous voyez que Lovejoy, en fait, ça c'est la réponse de Carretta à Lovejoy, donc il y a plusieurs choses. Donc la question qui est posée par Carretta, c'est de dire s'il avait signé qu'il avait une origine en Caroline du Sud, pourquoi est-ce qu'il l'a nié plus tard? Puis, par contre, le problème qui est posé par Lovejoy, c'est la chose suivante. Comment est-ce qu'il savait tant de choses sur l'Afrique? En fait, comment est-ce qu'il savait tant de choses sur l'Afrique? Personne d'autre avait écrit au XVIIIe siècle. Donc, c'est évidemment pas de choses qu'il aurait pu retrouver dans d'autres textes et copier, parce qu'il n'y avait pas de texte portant, par exemple, sur le Bénin et donnant des détails sur les coutumes religieuses, sur, par exemple, justement ces pratiques de tatouage qui sont confirmées par les ethnologues plus tard. Et donc, c'est une question de savoir, est-ce qu'il était tellement rusé, tellement malin qu'il était capable de réutiliser les matériaux venant d'autres esclaves qui avaient la même origine, qu'il avait rencontrés à un moment ou à un autre. Alors, à ce moment-là, et pour terminer, on revient à la question de savoir, est-ce que c'est une autobiographie personnelle? Est-ce que c'est une autobiographie collective? Est-ce qu'il écrit de lui-même ou est-ce qu'il écrit d'une expérience qui n'aurait pas pu être sa propre expérience, mais peut-être l'expérience d'un groupe, d'une communauté à laquelle lui, enfin, il appartenait? Je vous remercie.